Merci de nous rejoindre sur ce programme Le Point qui va s'entretenir ce soir avec le député national élu de la circonscription de Rutshuru, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de François Ndékouye, qu'on ne présente plus. C'est un habitué des médias. Honorable Bond, bienvenue dans cette émission. Merci, madame. Comment allez-vous? Ah, je me sens bien. Très bien. Oui. En tout cas, je n'ai pas vu mon médecin il y a 5 mois, mais je crois que mon état de santé apparent me satisfait. Ben, vous n'avez pas fait votre dépistage, puisque c'est le mois de la lutte contre le sida. Je l'ai fait lors de mon dernier contrôle, et donc j'estime que tout va bien. Oui, ça va, je suis en bonne santé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Très bien. Très bien, mes pensées pieuses quand même à Kouagalo qui nous a laissé dimanche dernier. Absolument, c'est un grand monsieur et dès l'annonce de sa mort, j'ai mis sur mon profil WhatsApp son visage pour dire combien d'admiration j'avais pour ce grand homme, un grand expert de l'administration publique, un grand gouverneur, qu'il a été en tout cas sous Mobutu et récemment sous Kabila. Un grand homme politique. Il a été notre patron de la majorité présidentielle pendant une bonne période. Un homme plein d'abnégation qui savait souffrir pour les autres. Vous savez, il était en prison sous des faux prétextes de complicité à l'opération Lititimboka, sur les tueries qu'il y avait eu à l'université de Lubumbashi. Il a su rebondir et vivre dans l'ombre. Il a dirigé la majorité, mais n'a été que ministre vers la fin. Et puis bon, voilà. Et ensuite, il a fait l'intérim du Premier ministre. Voilà, intérim du Premier ministre pendant quelques temps. Ouais. Il s'est retiré. Il a été élu gouverneur pour une dernière fois de sa vie. Et là, il se retire dans le silence. C'est un homme dont on gardera beaucoup de souvenirs. Comme je viens de vous dire, c'est un homme qui a servi beaucoup cette nation depuis la Deuxième République. C'est un homme qui a su servir la République là où il était à chaque instant. Une perte pour le PPRD? Absolument, pour la majorité oui. Pour la République démocratique du Congo en général d'abord. Je crois qu'il va être pleuré par les Congolais de tous bords, politiques ou non politiques, qui auront une souvenir pieuse de cet homme, une souvenir d'un grand dirigeant. Et je crois que là où on va le pleurer le plus, ce n'est même pas dans sa province, ce sera plus au Katanga, où il a été un grand gouverneur à l'époque où il a été. Alors, le chef de l'État s'est adressé à la nation le lundi 15 décembre. C'était attendu de tout le monde. Il s'est adressé un peu plus tard, on va dire comme ça, mais on n'a vraiment pas besoin de savoir quoi vous pensez de ce discours, parce que vous êtes de sa famille politique, c'est-à-dire c'est un bon discours d'après vous, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il est bon parce que c'est sa famille politique. Je dis objectivement qu'il est bon parce que le contenu de ce qu'il a dit va dans le sens d'abord de la vérité, mais aussi dans le sens du bien-être de tous les peuples congolais. Et donc ce n'est pas être du même bord politique de quelqu'un, ce n'est pas être fanatique. Nous ne sommes pas en sport où on dit que veut plaider mal jouer ou il est bien joué. Dans les familles politiques. Hein? Je suis d'accord avec ça, mais ça c'est peut-être les militants. Mais un cadre d'un parti politique ne peut pas réagir avec son cœur, il réagit avec sa tête. Parce qu'on nous donne le pouvoir pour gérer des citoyens et pour améliorer leurs conditions de vie. On ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Et donc, je suis loin de croire qu'on doit apprécier ces discours par fanatisme. J'ai apprécié ces discours à un intellectuel, à un citoyen qui vit ce que le chef de l'État a dit et qui est d'accord avec ce qu'il a dit. Mais alors, beaucoup pensent que, surtout ceux de l'opposition, pensent que le chef de l'État est passé à côté des attentes du peuple. Il n'a pas pu aborder les questions qui fâchent, les questions auxquelles on attendait qu'il puisse donner des réponses. Vous êtes du même avis? Non, en fait, l'opposition, ce qu'il a voulu dire, par le fait de passer à côté pour n'avoir pas évoqué les questions qui intéressent le peuple, c'est que le chef d'État n'a pas dit ce qu'eux voulaient entendre en tant qu'opposants. Et c'est quoi Et les peuples non plus n'ont pas entendu ce qu'ils attendaient à entendre. Madame,
Eux, ils l'ont dit, vous venez de me le dire, non? Que les opposants ont dit que le chef d'État n'a pas dit ce que le peuple voulait entendre. Il se considère comme représentant du peuple mieux que la majorité qui a été élue par une majeure fraction de la population. Et donc, de quelle population parle-t-il? D'eux-mêmes, une minorité, ou de ceux qui sont derrière eux, qui sont tout encore aussi une minorité? Donc, je doute de ce genre d'opinion. Ils sont libres, hein? Et le chef de l'État, d'ailleurs, l'a reconnu hier, que la démocratie va bien chez nous. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Mais je crois, encore une fois, ce sont les opposants qui ont tapé à côté parce que le chef de l'État a touché aux préoccupations réelles de la population. Et j'espère que nous aurons le temps d'en discuter les unes après les autres. Mais le fait que le chef de l'État met en garde la communauté internationale en refusant de pouvoir, en refusant les injonctions qui recevait ou qui veut plus recevoir, mais de l'autre côté, Hervé Ladus, qui est le chargé de maintien de paix de l'ONU, insiste dans les voix de la RFI pour dire que peu importe la Constitution, elle se respecte. Quel est votre avis là-dessus? Quelle est votre analyse là-dessus? Je ne vois pas de contradiction entre les deux points de vue. Le chef d'État, d'abord, il faut qu'on soit clair. En liminaire de ce qu'il a dit que la RDC veut recevoir des avis, des conseils, des considérations de ses amis, des États pairs comme la RDC, des États souverains, mais qu'ils n'acceptent pas des injonctions. Voyez-vous, si ces propos... Quand on dit par injonction... Madame, laissez-moi d'abord finir mes propos. Si ces propos venaient de la bouche d'Obama face à des propos tenus, par exemple, par Poutine, vous y voyez un problème? Je ne crois pas. Est-ce que vous trouvez normal, dans quel pays du monde, où les gens viennent et vous disent « vous devez » Quand est-ce qu'il a eu ce ressentiment d'avoir reçu des injonctions? C'était à quel moment? À plusieurs occasions. Quand, par exemple, un représentant des Nations Unies se permet de réunir la classe politique congolaise pour leur dicter les voies à suivre par rapport aux élections. Cela vous paraît normal? Vous croyez sincèrement qu'en Russie, en France, aux États-Unis, un représentant des Nations Unies viendrait réunir l'opposition et la majorité pour dire voilà, par rapport à la résolution de la crise économique, voilà les ordres qu'on vous donne. Mais qu'est-ce qui permet cette attitude Il faut poser la question à ceux qui ont cette attitude. Et moi, supposons que vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un de l'extérieur vient vous donner des injonctions, est-ce que c'est parce que vous lui donnez l'occasion de le faire? Non, parce qu'il se croit en droit de le faire, il se croit plus fort que vous. Parce qu'il se voit dans le droit de le faire, justement. Non, pas il se voit dans le droit de le faire, il se croit dans un complexe de supériorité, capable de le faire et vous n'allez pas réagir. Mais madame, laissez-moi entrer dans un fait qui va vous paraître peut-être anodin. Aujourd'hui, une certaine classe politique applaudit le fait qu'il y ait des injonctions venant de l'extérieur. Demain, parce que cela a déjà été fait en Ouganda, ils vont nous imposer de voter une loi pour approuver l'homosexualité. Allons-nous applaudir de la même manière que quand on nous parle d'un calendrier global et un calendrier de ceci, comme si ce sont eux qui ont financé les élections passées et comme si éternellement nous attendrions d'eux qui financent nos élections? Est-ce que quand ils vont nous dire nous devons commencer à limiter le nombre de nos enfants, qu'un couple ne peut pas avoir plus de 2 enfants, vous allez applaudir ça de la même manière? Non, soyons sérieux. Je crois qu'il s'agit... Mais quand on vous interpelle ou qu'on vous rappelle de pouvoir respecter la Constitution, en ce moment-là, les gens ne sont pas sérieux, vous pensez? Oui, ils ne sont pas du tout sérieux parce que la Constitution est respectée. Elle a été violée à quel moment? Pour qu'on puisse nous interpeller. Ou alors, ce sont des procès d'intention. Par exemple, quand un gouvernement est publié un jour férié, c'est déjà violer la Constitution. Quelle Constitution a déjà dit que le gouvernement doit être publié un jour ouvrable?
Ce n'est qu'une parenthèse non, que j'ouvre. Madame, je Quand vous vous dis. cherchez où est-ce que vous violez la Constitution, Non. il y en a, on peut vous citer une litanie. À l'occurrence, parlons des choses comme elles sont. Ok. On nous attaque de vouloir violer la Constitution par les changements des nombres des mandats de chef de l'État et éventuellement de sa durée. A-t-on entendu initiative au Parlement ou un projet de référendum dans ce sens pour qu'on en discute? Et pourquoi le chef d'État n'en a pas profité pour poser les points sur les i? Pour quelles raisons le ferait-il? Pourquoi? On va dire comme ça qu'il est dit constant. Non, madame, la Constitution de notre pays est claire. Elle vous dit les élections présidentielles sont convoquées 90 jours avant la fin du mandat. Nous ne sommes pas à 90 jours. Nous sommes à combien de jours de la date où on doit convoquer les élections présidentielles pour que cela préoccupe les gens? Pourquoi? Mais quand les caciques de la majorité parlent sur les médias en ce qui concerne la position du chef de l'État par rapport à sa représentation ou à sa réélection, n'est-ce pas qu'il parle au nom du chef de l'État? Et pourquoi lui, pendant qu'il a eu l'occasion de pouvoir éclairer les lanternes, il ne l'a pas fait? Quel cacique? Citez-moi un nom de ce que vous considérez comme cacique du PPRD ou de la majorité qui est affirmé que Joseph Kabila va se présenter pour un troisième mandat. Dites-moi un seul nom de celui qu'il a déjà sorti de sa bouche. Je dis, quand les caciques de la majorité rassurent que le chef de l'État ne se représentera pas, oui, pour sa propre réélection, pour sa propre succession, et quand les autres disent qu'ils pensent qu'il peut se représenter, il y a deux sons de cloche dans la famille politique du chef de l'État. Et le chef de l'État a eu l'occasion de pouvoir éclairer les lanternes, mettre le point sur les i. Il n'a pas fait. On va dire comme ça que qui ne dit mot consent. Il consent au fait qu'il va pouvoir prolonger son mandat. Ou il dit qu'il ne pourra pas. Pourquoi il ne s'est pas prononcé pendant qu'on attendait qu'il puisse se prononcer là-dessus? Le chef de l'État a fait un discours sur l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation, ça veut dire je m'arrête, on a dirigé le pays l'année dernière. Cette année, du début à la fin, voilà ce que nous avons réalisé comme action. Et voilà les perspectives pour 2015. Ce n'est pas une évaluation globale du mandat. En tout cas, au terme de l'article 77 de la Constitution, ce n'est pas cela. Et donc cet exercice, c'est pour dire, peuple congolais, vous m'avez donné un mandat, et chaque année, je viens vous rendre compte de ce que j'ai fait et je vais vous dire ce que je vais faire l'année prochaine. Est-ce qu'il est prévu les élections présidentielles en 2015? Non. Est-ce qu'il était prévu les élections présidentielles en 2014? Non plus. Pourquoi, bon Dieu, serait-il obligé, parce qu'une certaine opinion veut qu'il les dise, doit-il se sentir obligé de les faire au moment où aucune contrainte légale ne l'oblige à en parler? Étant donné que la Constitution est claire, aucune contrainte légale non plus ne l'obligeait à répondre à ceux qui semblent lui donner des injonctions. Madame, on ne donne pas des injonctions à Kabila, on donne des injonctions à la RDC. Et en tant que chef de famille, c'est ce que je suis en train de vous dire, en tant que garant de la nation congolaise, il ne peut pas se taire face à cela. Ça veut dire que... Mais tout comme il ne pouvait pas garder silence face aux questions qui fâchent. Pourquoi ça fâche? Ça fâche qui? Ça fâche qui? Parce que, je vous dis, madame, si quelqu'un veut savoir si Kabila se présentera ou ne se présentera pas, il n'a qu'à interroger la Constitution. La Constitution ne les permet pas à ce jour. Aurons-nous une initiative pour pouvoir modifier la Constitution? Le jour où l'initiative pourrait, j'ai dit hypothétique, pourrait arriver, parlons-en. Mais pourquoi parlons-nous des sexes des anges au moment où il y a des questions importantes des vécus quotidiens de la population qui se posent au jour le jour? Quelle est la réelle crainte de l'opposition? Ils disent que Kabila est impopulaire. Kabila n'est plus aimé par la population. Alors, de quoi ont-ils peur? Si Kabila se représente étant impopulaire, pourquoi ils ont peur de les battre? La Constitution ne le permet pas. Madame, non, je veux sortir un peu de ce cadre constitutionnel, je fais une petite digression. Si Kabila n'est pas si populaire et que la population ne l'aime plus,
Pourquoi ont-ils peur qu'ils se représentent? A contrario, qui leur garantit que, tel que la Constitution le prévoit, si la majorité ne présente pas Kabila comme candidat, il présente quelqu'un d'autre, qui les garantit qu'ils battront ces candidats-là? Parce que c'est la même majorité qui va soutenir cet autre candidat. Donc je crois que c'est des chimères des personnes qui n'ont aucune ambition réelle, qui se disent le meilleur marketing pour nous, c'est de vendre du vent, et de cette manière-là, ça nous permet de survivre, que les gens sachent que nous existons. Mais c'est des personnes sans ambition. Parce que moi, à leur place, je préparerai ma base, on irait aux élections locales qu'eux, ils ont souhaité déjà en 2005, mais aujourd'hui, se rendant compte qu'ils sont des partis tribaux, familiaux, claniques, qui n'ont aucune assise nationale, ils ne veulent plus parler des élections locales. Aujourd'hui, si vous dites aux élections locales sur la République, l'UDPS, à l'occurrence, aurait combien des conseillers de groupement dans toute la République? Très peu, ça ne les intéresse pas. L'UNC, on aura combien? Très peu. Ils disent, alors pourquoi devons-nous aller dans une élection qui ne nous profite pas? Pourtant, la Constitution le prévoit. Pourquoi ne s'émeuvent-ils pas du fait que les Sénats, les gouverneurs, les assemblées provinciales sont là depuis maintenant presque 3 ans en dépassement? Est-ce que cela n'est pas une violation éventuelle de la Constitution? Mais et pourquoi ne s'en meuvent-ils pas? Mais qui devait réguler tout ça? Si l'Assemblée nationale ou et le Sénat est en dépassement de délai, qui devait réguler tout ça? C'est pas l'opposition, c'est le pouvoir en place. Je suis d'accord. Mais le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons entendu les échos de la majorité comme de l'opposition sur les élections de 2011. Nous avons remis sous les planchers la direction de la CENI et même sa composition. N'est-ce pas? Nous sommes en voie de voter une loi électorale qui va permettre à ce qu'on ait ces élections. Il y avait des projets que le gouvernement avait envoyés. Un collègue a fait quelque chose que nous avons considéré comme relativement mieux. Et nous allons l'examiner en session extraordinaire pour nous, encore une fois, montrer la volonté de la majorité d'aller aux élections. Nous voulons nous priver de nos vacances. À partir du lendemain de Noël, nous reprenons le travail spécialement pour cette question de loi électorale, pour que ces élections aient lieu. Mais eux, est-ce que vous les avez entendus une seule fois ou quelques fois vous dire le Sénat est en dépassement, les assemblées provinciales sont en dépassement, les gouverneurs sont là en dépassement? Ils ne le disent pas. Ils le disent simplement vis-à-vis du chef de l'État parce qu'ils estiment que, aux yeux d'une certaine opinion, cela fait genre, comme on pourrait dire dans le langage quinois, et qu'ils veulent montrer aux yeux de ceux qu'ils considèrent comme leurs parents qu'ils sont capables de leur servir mieux que ne les sert Kabila. Et eux accepteraient... On parlera des élections tout à l'heure. On parle d'abord du gouvernement de cohésion nationale. Finalement, il est là depuis la semaine dernière. Tant entendu. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement est réellement de cohésion nationale ou de large ouverture? De mon point de vue, il est un gouvernement de cohésion nationale dans le sens qu'on y a donné à l'issue des concertations nationales. Ça veut dire, on a dit qu'il y aurait des membres de la majorité, des membres de l'opposition et les membres de la société civile ayant participé aux concertations nationales. De ce point de vue-là, je ne vois personne qui pourra se plaindre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement de cohésion nationale au sens où il a inclus tout le monde? J'ai dit non, mais ce n'est pas de la faute de celui qui a mis en place, c'est la faute de ceux qui n'ont pas voulu y participer. Mais quand le PPRD en lui seul prend la part du lion, 41 membres dans le gouvernement, en quoi est-il de cohésion? Je crois d'abord que vous faites une fausse affirmation. Le PPRD n'a pas pris 41 membres. Si vous parlez par contre de la majorité, je n'ai pas fait la décompte. Je viens de rentrer ce week-end. Je viens de rentrer ce week-end. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, le MLC a, je crois, 4 postes ministériels dans ce gouvernement. 3. Ok, je sais qu'il y avait les postes d'affaires sociales qui a été refusé par quelqu'un, qui était de ce côté-là. Qui n'était pas du MLC. Ok. Il y a l'UFC qui est dedans, qui est l'opposition aussi. Il y a l'ADR qui est dedans. Vous comptez le nombre de ces postes et vous croyez que sur 47 postes, il n'en est resté que 6? Non. Je suis en désaccord avec vous. Parce que l'UFC... Sur 47 membres, la famille présidentielle a 41 membres. L'UFC a combien de membres du gouvernement? Et l'ADR en a combien?
Les MLC en a combien? Non. Mais il est clair que nous avons une majorité qui a gagné les élections. L'ouverture ne veut pas dire qu'on donne tout. Mais on dit, nous voulons travailler ensemble. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'esprit. De dire que nous sommes ensemble. Et les postes qu'on a donnés à l'opposition font grincer les dents au sein de la majorité. Vous avez entendu l'AFDC crier en disant comment on peut donner un seul poste ministériel à l'AFDC qui est une grande force au sein de la majorité et donner au MLC 3 ou c'est pas 4 postes. Ça fait jaser au niveau de la majorité. C'est pour vous dire qu'au sein de la majorité, on n'est pas satisfait non plus de cette redistribution des cartes. Mais c'est un sacrifice qui a été consenti par le chef de l'État pour pouvoir démontrer sa bonne foi de travailler avec tous les Congolais. Si ceux de l'IDPS ou de l'INSEE étaient disposés, je suis certain que le président n'y voyait pas d'inconvénient. Donc, je pense que, sincèrement, c'est un gouvernement de cohésion nationale et qui va nous aider à consolider davantage nos liens pour pouvoir vaincre les défis qui sont devant nous. Mais d'aucuns fustigent quand même la présence de chefs de partis politiques qui étaient déjà là, même quelques mobutistes qui avaient déjà exercé dans les mandats toujours de Kabila, mais également de Mobutu, puisque nous parlons de mobutistes. D'aucuns s'attendaient à un renouvellement de la classe politique, un peu plus de jeunes qui n'ont pas encore exercé, qui n'ont pas encore servi la nation. Vous pensez de la même manière qu'eux? Non, je ne pense pas de la même manière. Je crois que c'est un gouvernement qui a un équilibre en matière d'âge. C'est vrai qu'il y a des postes clés qui sont entre les mains des chefs des partis politiques, mais en politique, d'où vient la légitimité? C'est dans les partis politiques. Vous verrez en Grande-Bretagne un Premier ministre qui n'est pas chef de file d'un parti qui a gagné les élections ou un autre. Ce serait anormal. Vous verrez aux États-Unis un président, ou enfin plutôt des ministres qui ne sont pas nécessairement issus de la majorité qui a gagné les élections. Et ceux qui prennent généralement le pouvoir sont les chefs. Et donc, c'est une logique qui n'est pas anormale ni extraordinaire, comme si cela ne s'est passé que chez nous. Au-delà de ces faits, ça veut dire que les décisions qui vont être prises par ces gouvernements auront plus de répercussions parce que les chefs de ces partis vont pouvoir les répercuter auprès de leurs élus et de leur base. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. En termes de jeunesse, je crois qu'il y a des jeunes dans ce gouvernement. Je prends par exemple le cas de Bienvenue Lyota qui est ministre de l'Environnement. Oui, Germain Kambinga, le ministre de Sport. Voilà, le ministre du Sport. Et il y a la vice-ministre de Plan qui a 27 ans, semble-t-il. On voudrait de plus en plus voir des jeunes dans ce gouvernement et aussi des femmes. Hein. Oui. La représentation des femmes qui est assez faible, 14%. Je suis d'accord avec vous, le chef de évident. l'État aussi est d'accord avec vous, parce qu'il a interpellé et l'Assemblée nationale pour qu'on vote de loi qui verrouille davantage la présentation des femmes à différents niveaux, mais aussi les partis politiques à présenter des noms des femmes. Les présidents de la République et les premiers ministres ne feraient pas de miracles. Ils ne vont pas prendre des hommes qui ont été envoyés sur la liste et les transformer en femmes. Ils n'ont pas cette magie ou ces miracles à faire. Donc, il y a effectivement une responsabilité de notre classe politique qui est relativement macho. Et il faut qu'on change. Il faut qu'on donne plus de la place à la femme. Je défends cette thèse et vous allez demander à mes collègues femmes au Parlement, chaque fois qu'il est possible de défendre et soutenir les femmes, je l'ai fait et je suis d'accord avec le chef de l'État qu'il faut plus de place aux femmes, plus de place aux jeunes. Nous estimons que, comme cela n'a pas été le cas au gouvernement, pourquoi pas au niveau des entreprises publiques et d'autres structures de la nation. Donc, qu'on essaie de trouver cet équilibre, ce serait au bénéfice de la nation congolaise. Mais alors, au lendemain de la publication du gouvernement, le MLC a radié ses membres du gouvernement et pas plus tard qu'avant-hier, donc dimanche, il y a une femme qui a été désignée comme secrétaire générale et qui a été tout de suite désavouée par ses pairs. Et comment voyez-vous la situation du MLC? Non, je crois qu'il y a une guerre d'intérêts au sein du MLC.
je ne suis pas heureux que le président continue à vivre dans les conditions où il est en prison aujourd'hui. Il y a une guerre de leadership. Thomas Louaka a été secrétaire exécutif jusqu'à sa nomination. Et il y a un groupe, je crois, celui à Babala et d'autres, qui ne se retrouvent pas nécessairement dans la logique d'entrer au gouvernement. Mais la décision avait été prise, selon ce que j'en ai entendu, par 12 membres sur 16 du comité directeur du MLC pour faire l'option d'entrer au gouvernement. Et ce qui vient d'être fait, les désaveux, ça a été fait par 4 sur les 16 de ces gouvernements ou la position de ceux qui sont entrés au gouvernement. La nomination d'Ève, comme vous venez de le dire, Bazaïba, une collègue que j'apprécie, une femme courageuse, semble nous aussi contester parce qu'on estime que c'est un faux qui la nomme. Donc, je crois que les membres du MLC ont intérêt à se mettre ensemble, à échanger. En tout cas, ils sont venus aux concertations nationales dans l'idée de renforcer la cohésion. Il ne faudrait pas que la richesse de la cohésion au niveau national puisse être contraire à la richesse de la cohésion au sein de leur parti. Nous souhaitons en tout cas qu'il y ait entente entre eux et que ce parti qui a été quand même deuxième aux élections présidentielles en 2006 puisse survivre pour que nous puissions avoir une opposition forte dans notre pays. D'accord, d'accord. Alors, on va parler du Conseil économique et social qui a été inauguré le mardi dernier. Alors, vous pensez que cette structure va pouvoir apporter... Quel sera son apport dans ce nouveau gouvernement? C'est une structure d'abord consultative et qui a les bénéfices d'avoir, je dirais, toutes les compétences de la nation. Alors qu'il a existé au temps du maréchal Mobutu? Brièvement, oui, mais pas pendant longtemps. De toutes les façons, c'est une structure voulue par la Constitution, c'est une structure qui existe dans les grandes démocraties et qui a donné ses preuves. On copie des bonnes choses des autres. Et je crois sincèrement que ça vaut la peine. Ça vaut la peine que régulièrement, des gens venus de tous bords réfléchissent sur la marche du pays et donnent des conseils qui puissent guider les gouvernements dans la marche du pays. Et donc, c'est quelque chose... Vous pensez qu'ils ont intérêt à tirer des leçons du fait du non-fonctionnement de la même structure pendant l'époque du maréchal Mobutu? Oui, je crois que le gouvernement en profitera et la nation congolaise en profitera sincèrement. Et donc, nous souhaitons bon vent à tous les membres de ce Conseil économique et social, dont nous connaissons un certain nombre de compétences. Et donc, nous sommes certains qu'ils vont faire œuvre utile à la nation pour que notre pays puisse aller de l'avant. D'accord, on va parler des élections. Le président de la République a promis que d'ici à 2 ans, toutes les élections seront organisées. Comment compte-t-il y parvenir alors que le calendrier n'est pas publié de manière globale et détaillée en termes de budget? Je crois qu'il reviendra à l'Assemblée nationale d'y répondre. Nous allons discuter, je voulais annoncer, en session extraordinaire qui démarre le 27 ou le 26, je ne sais plus exactement. Et donc la loi va arriver. Il est clair que nous sommes tenus, étant donné que c'est un délai court d'un mois, de sortir de ces sessions extraordinaires avec la loi électorale. Sera-t-elle porteuse des possibilités pour la CENI de pouvoir réaliser un projet ou un calendrier global? Là, c'est la question qui va être examinée au gouvernement en termes de moyens. Parce que tout ce qu'ils disent calendrier global, ils doivent savoir que calendrier global veut aussi un budget global. Il faut qu'on sache où on tirera les ressources pour ces budgets globaux. Et par conséquent, si nous avons des garanties qu'il y aura un budget global des élections, de la part du gouvernement ou de ceux qui disent être nos amis qui veulent nous soutenir, pourquoi n'aurons-nous pas un calendrier global? Et d'aucuns pensent d'ailleurs que le chef de l'État n'a pas répondu à la question de la régularité du cycle électoral. Comment voyez-vous l'avenir? Le cycle électoral est régulier chez nous. Nous avons eu des élections en 2006, nous en avons eu en 2011.
nous voulons avoir des élections. Réguliers, vous pensez? Oui, c'est relativement régulier. C'est vrai que au moins en 2006, nous avons eu des élections plus ou moins complètes, 2006-2007, plus ou moins complètes, sauf les élections locales et urbaines. Cette fois, nous avons eu des élections présidentielles et législatives et nous voulons les compléter effectivement avec les élections provinciales, sénatoriales et locales pour compléter la boucle avant d'ouvrir un nouveau cycle électoral en 2016. C'est un vœu. Mais est-ce que si nous nous retrouvons en 2016 et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour organiser les élections, devons-nous considérer que la RDC va devenir un non-État? Je ne crois pas. Il faut que nous puissions nous dire nous avons des besoins réels de la population. Et ce n'est vraiment pas un faux fuyant. Nous devons être conscients que les élections coûtent cher et que nous devons trouver les moyens. Ce qui vraiment mais les moyens, on ne les a pas encore trouvés à la veille de 2016, parce qu'on est déjà, on va dire, en 2015, parce que c'est le dernier mois de 2014. Selon les propos de l'abbé Malou Malou, les budgets pour les élections qui avaient été prévus dans son calendrier initial sont déjà disponibles. Une fois la loi électorale votée par l'Assemblée nationale, selon les décisions du législateur, on va mobiliser les moyens pour pouvoir compléter les restes. Mais ceux qui disent nous aimer tellement et qui veulent qu'on y aille si vite, qui mettent sur la table. Si aujourd'hui on nous met sur la table 1 milliard de dollars, je ne doute pas que nous puissions organiser un cycle complet des élections. Donc, c'est une question de la loi, c'est une question de moyens. Une fois les moyens disponibles, nous irons. En tout cas, nous nous préparons, nous, jour après jour, pour renouveler notre mandat. Donc, que les gens ne se complaisent pas à croire qu'il y a des gens qui ont envie de ne pas être réélus et qui se complaisent à ne pas voter de loi pour ne pas organiser des élections. Nous avons besoin d'être légitimés. Aujourd'hui, il nous arrive par moments de taper sur le Sénat quand nous avons des accords pour dire, mais écoute, cette assemblée des non-élus, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ça ne fait pas la fierté aux sénateurs. Ça ne fait plaisir à personne qui doit être élu de rester au pouvoir sans l'être. Donc, il y aura des élections. Le chef d'État l'a dit, il y aura toutes les élections prévues par les lois de la République. Qu'est-ce que vous voulez entendre de plus? Mais quand on vous pose la question, il y a les membres de la MP qui disent que ce n'est pas le moment de parler des élections et d'autres voix qui pensent que Kabila a raté la possibilité, a raté l'occasion de pouvoir apaiser les tensions. Que pensez-vous de toutes ces appréhensions? Non, je crois que d'abord, organiser les élections n'est pas une question de volonté d'un courant politique ou d'un autre. Je ne vois pas pourquoi la majorité à laquelle j'appartiens dirait qu'il n'est pas le temps d'organiser des élections. Pour quelle raison? Ce n'est pas le moment de parler des élections. Ah, de parler des élections. Oui, en fait, ça dépend de quelle élection dont on veut parler. Il est temps de parler des élections locales, provinciales, des élections municipales et autres. Il sera temps de parler des élections présidentielles et législatives en 2016, sauf si le peuple par référendum change de point de vue ou la classe politique demande au peuple de changer les choses. Et sauf si l'ONIP n'a pas fini son travail de recensement, parce qu'il y a aussi l'ONIP, il ne faut pas oublier. C'est ce que nous disons. Cette machine mise en place, cette machine que Kamere considère une manœuvre pour Kabila de se maintenir au pouvoir. Si les gens croient que c'est une manœuvre et que ceux qu'on considère comme étant les amis du Congo croient que c'est une manœuvre et qu'ils ont de l'argent pour nous faciliter ce travail qui est extrêmement important, madame. Dans quel pays du monde on a vécu pendant plus de 35 ans sans avoir un recensement scientifique? Ça n'existait pas. Pourquoi on ne s'est pas soucié avant d'organiser les élections en 2006, par exemple? Je me rappelle à l'époque où Olivier Kamitatou était encore ministre du Plan avant d'y revenir. Il avait lancé ses projets. Célestin Vounabandi est revenu avec ses projets. Mais quelles ont été les contributions de ce qu'on appelle nos amis au niveau international? Très faible. Nous-mêmes, nous peinons à mobiliser des moyens par rapport à cela parce que
Nous avons une marmite qui a beaucoup d'enfants. Vous peinez à mobiliser des moyens pour organiser les élections ou pour donner les moyens de fonctionnement à l'ONIP qui a besoin d'une enveloppe de plus ou moins 500 millions de dollars. Nous n'en avions pas en 2013 suffisamment. Nous avons même en 2014 appelé les ministres du plan pour qu'ils nous expliquent où nous en étions. Il nous a dit où est-ce que nous en étions. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des partenaires qui sont prêts à mettre la main à la poche. Mettons les moyens à la disposition de ces institutions et voyons s'ils ne font pas leur travail en un temps record. Pour pouvoir démontrer que tout ce que les gens disent aujourd'hui, c'est des procès d'intention. Ils ne sont basés sur aucun fait. Et donc, arrêtons des procès d'intention. Regardons les faits et allons de l'avant. D'accord. On va parler des massacres à Béni. Vous êtes élu du Nord Kivu, c'est ça? De l'autre côté du Sud Kivu, c'est Béni. Au Nord Kivu. Au nord du Nord Kivu. Au nord du Nord Kivu, c'est Béni, donc ouais. C'est dans votre province. Il y a des massacres à répétition, voilà quelques mois, qui ne s'arrêtent pas, la semaine dernière aussi, hier aussi. Alors, d'après vous, puisque vous êtes de là, qu'est-ce qu'on devait faire jusque-là qu'on n'a pas pu faire pour arrêter, pour juguler ces carnages? D'abord, une des choses, moi j'étais présent à Béni, je suis allé consoler les victimes de ces massacres avec d'autres collègues. Et j'ai été horrifié par la manière dont ces personnes sont exécutées lâchement, sans être coupables de rien, sans être impliquées dans une guerre qui ne dit pas son nom. C'est vraiment triste et nous présentons encore nos compassions à nos frères et sœurs de Béni par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Au-delà de ça, le chef de l'État a été clair, il a dit dans son discours que notre armée est prête à mettre fin à cette aventure. Mais comment? Comment? Parce que tous les efforts ont été mis en place. Ça fait 3 mois que cela a commencé. Ce n'est pas une affaire d'une éternité. Ces massacres ont commencé il y a 3 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, madame. Ce sont des tueries tous les jours. Il y a une guerre, ça dure longtemps, généralement. La guerre 40-45 a pris 5 ans. Il faut combien de temps pour qu'on mette des moyens? Madame, je ne veux pas justifier quoi que ce soit. Je veux simplement vous dire que nous avons une guerre que nous avons vaincue contre les M23. C'était une guerre, on pourrait dire, classique. Des armes, des hommes qui se battent. Là, nous avons une guerre du terrorisme. Une guerre imprévisible. Vous suivez ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram. Vous suivez ce qui se passe en Somalie et au Kenya avec Al-Shabaab. Nous suivons ce qui se passe en Afghanistan avec Al-Qaïda et les talibans. Aux États-Unis et aujourd'hui à Sydney, je crois, où on a kidnappé les gens. Le terrorisme, c'est la plus mauvaise forme de guerre. Parce qu'effectivement, elle vous prend par surprise et on ne vous dit pas qu'on va venir vous attaquer et on vous surprend. Et cela, c'est quelque chose d'odieux et de lâche, mais qui peut se vaincre par plusieurs mécanismes. D'abord, une collaboration totale avec la population. Il faut que la population qui a vécu pendant longtemps avec les ADF Nalu, qui s'est marié avec, puisse nous dire où ils sont. Quand ils comptent venir, qu'ils puissent livrer l'information. Parce que pour déjouer les attentats en Europe, c'est l'information. Mais quand le chef d'État a dit dans son discours que la République démocratique du Congo n'a plus besoin de l'effectif qu'a la MONUSCO. Oui, madame. Est-ce que pour pouvoir combattre un groupe de terroristes qui peuvent être 10 ou 5, qui posent des actes à des endroits isolés et disparaissent, faut-il 20 000 personnes sincèrement? Ou il faut plus de moyens, comme il a dit, des moyens techniques appropriés de lutte contre le terrorisme? Quand Martin Kobler l'a dit le 4 décembre, il a rappelé que la MONUSCO est en train de préparer à plier bagages et que les derniers soldats vont quitter ici en 2016. Personne n'a trouvé quoi à redire. Hein.
Quand Wafi, les chefs, c'est Bass ou Wafi qui a fait aussi des déclarations pour dire la RDC évolue bien, l'armée sécurise, la stabilité revient, personne ne s'en est ému. Quand ça vient de la bouche de Kabila qui dit on n'a plus besoin de 20 000 éléments, tout le monde dit non, 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 c'est injuste, c'est anormal. Non, soyons sérieux. Est-ce que vraiment on peut, en analysant le bilan de la MONUSCO dans notre pays, estimer que la MONUSCO a gagné une seule guerre avec nous au Congo? La dernière guerre de M23 a été gagnée par les Congolais avec son appui logistique. Mais est-ce que le mandat de la force d'intervention des Nations Unies était de donner un appui logistique à notre armée seulement? Ou il était clairement dit que les forces doivent se battre seules ou avec les FARDC pour combattre toutes les forces négatives? À quel instant pouvez-vous me dire que la MONUSCO s'est battue seule, sans les FARDC? Et ce n'est pas la mission de la MONUSCO. Je vous dis bien, madame, la force qui a été votée par la résolution 2098 a ces mandats-là, spécialement ces mandats-là, c'est une exception aux normes des Nations Unies, mais cette exception a été faite en RDC. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est arrivé 2 fois où la MONUSCO est allée au combat seule? Non. Est-ce qu'on peut dire, à part ces derniers mois où ils accompagnent de manière logistique, qu'ils puissent être au front? Si c'est la logistique qui les fait, ça veut dire que ce n'est pas les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les équipements qu'on donne à notre armée pour combattre. Alors pourquoi 20 000 personnes s'asseyeraient dans un café en train de boire ou dans des bars en train de s'amuser au moment où c'est les équipements qu'on leur a donnés qui nous aident? Bon Dieu, pour quelle raison doit-on continuer à les payer? Parce que c'est de la logistique qu'ils sont en train de faire avec nous. Laissons les spécialistes de la logistique nous aider et nous allons finir nos guerres. Mais vous ne pensez pas qu'avec cette allure, vous entrez de plus en plus en contradiction avec la MONUSCO? Parce que tout ce que ces derniers temps, tout ce que fait la MONUSCO, tout ce que dit la MONUSCO n'est pas le bienvenu du côté de la famille politique. Madame, je viens de vous rappeler tout de suite que Martin Kobler vérifie le 4 décembre, j'étais absent du pays, a déclaré que la MONUSCO est en train de plier bagages. Combien de fois l'a-t-il déclaré? Je vous dis la date. Combien de fois on a déclaré, combien de fois on a dit que la MONUSCO devait partir avant même de devenir MONUSCO, il devait déjà partir en tant que MONUC. Mais ça ne s'est pas fait. Là n'est pas notre débat. Non, notre débat, vous et moi, vous venez de dire, nous sommes entrés en contradiction régulièrement avec la MONUSCO. Ces derniers temps. Et vous m'avez posé la question préalable, pourquoi pensons-nous que les 20 000 casques bleus doivent-ils partir? Je vais vous répondre par rapport à cela. Ça n'a rien de contradictoire. La MONUSCO et les Nations Unies peuvent les reconnaître que l'appui de la MONUSCO est essentiellement logistique et n'est pas en termes de hommes. Okay. Donc les hommes doivent partir. Et quand Kobler l'a dit, il n'y a pas eu de problème. Quand Kabila a dit les hommes doivent partir, ça devient contradictoire. Pourtant, c'est la même chose qui venait d'être dit. C'est pas sérieux. Il n'y a pas de contradiction du tout. Nous avons une contradiction avec les chefs de la MONUSCO quand ils veulent donner des ordres au Congo. Oui, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que le mandat qui lui a été donné par les secrétaires généraux des Nations Unies, c'est venir dire aux Congolais ce qu'ils doivent faire au Congo? Non, ce n'est pas son rôle. Quel bilan que vous dressez en cet instant de la session parlementaire qui vient de se clôturer? La session parlementaire était une session budgétaire. Et en ces termes, nous avons voté la loi de reddition des comptes, qui est préalable au vote du budget. Nous avons voté et la loi de finances? Oui, nous avons voté le budget que nous avons mis à la disposition du gouvernement de cohésion nationale pour gérer le pays. Nous avons en même temps continué avec notre mission de contrôle du gouvernement où nous avons monté l'écran d'un ton. Le dernier contrôle, celui de Musungai et de Kitebi, voilà. Auquel vous vous êtes séparés en queue de poisson. Oui, madame. On a assisté à une scène pas possible, à un théâtre complètement. Non, les chefs d'État l'ont décrié, mais ce n'est pas la première assemblée où on voit les gens venir en main.
avant cet épisode, à l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, cela s'est passé aussi. Et quand au Singapour, à Hong Kong, partout au monde, il ne se passe pas un semestre sans que les gens en viennent aux mains. Sans parler du monnayage d'émotions. C'est ça la faiblesse. Et je vous dis, madame, je crois que nous, députés, nous avons quelque chose à apprendre. Nous devons faire davantage d'efforts que quand nous faisons une interpellation, une motion, que nous soyons suffisamment documentés sur les faits et que nous soyons fermement convaincus de ce que nous voulons. Et non pas faire un procès d'intention à quelqu'un et en sous-main avoir l'intention de lui soutirer un peu de l'argent. Ça, c'est immoral et c'est inacceptable. Okay. Et donc, nous estimons qu'à la session prochaine, les collègues qui viendront avec des interpellations et des motions sérieuses sur des faits avérés de mauvaises gestions des membres du gouvernement, nous les appuierons et nous ferons partie, ces membres du gouvernement, pour qu'on puisse comprendre que la gestion de l'État, c'est d'abord un service et non se servir. Honorable Nzikouye, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. C'est la deuxième fois que je suis ici et vous m'avez appelé aujourd'hui, vous savez à quel moment. Et voilà, j'étais là au service de la nation. Vraiment. Merci à vous aussi et restez avec nous sur BioOne. Très belle semaine à vous toutes et à vous tous. Au revoir.